des fantasmes. Et puis en attendant, bonsoir tout le monde. Voilà, c'était pour donner quelques petites précisions sur le live. Souvent vous me le demandez, donc il va être effectivement enregistré et rediffusé sur le IGTV. Il y aura certainement une vidéo qui va être faite aussi, qui sera potentiellement disponible pour les personnes qui n'ont pas Instagram. Je voulais aussi préciser que la plupart d'entre vous me suivez sur mon compte, donc vous savez un petit peu ce que je fais en termes d'activité, de shibari et tout ça, mais c'est un live qui est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de faire du BDSM pour participer à ce live. La seule chose qu'on vous demande, Alain et moi, c'est d'être respectueux entre vous sur les commentaires qui peuvent être faits, puisque vous pouvez intervenir à tout moment sur le live. Vous pouvez nous poser des questions aussi à tout instant, puis on tâchera d'y répondre. Mais voilà, donc ouverture d'esprit et bienveillance. Merci. Et puis, du coup, je vais me présenter. Donc, Stéphanie, sexothérapeute. Je pratique donc le BDSM et le shibari. Comme vous pouvez le constater sur mon profil. Et ce soir, j'accueille Alain Héril, auprès de qui j'ai eu le plaisir de me former à la sexothérapie. Alain est également donc sexothérapeute, formateur, il est aussi écrivain et psychanalyste. Et je vais le laisser nous dire quelques mots. À toi, Alain. Alors, bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux d'être là et très heureux que tu m'aies invité, Stéphanie, pour partager avec toi ce moment d'échange. Alors effectivement, moi je vais pas faire un cours sur le fantasme et vous dire voilà ce que c'est ou ce que ce n'est pas. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'on puisse être dans l'échange ensemble et puis que vous puissiez, comme le disait Stéphanie, poser des questions dans un état et un esprit de bienveillance. Ici, on n'est pas à l'endroit du jugement, on est à l'endroit de l'accueil. Et effectivement, plus on sera dans cette bienveillance, surtout par rapport à un thème qui est un thème qui n'est pas simple, le thème des fantasmes, parce que les fantasmes, ça parle de notre créativité intérieure, ça parle de notre imagination, ça parle de notre sexualité, ça parle de notre inconscient, et puis ça parle aussi de parties très intimes de nous-mêmes. Donc on va partager l'intime ensemble. Voilà, et pour cela, il est nécessaire que nous soyons ouverts d'esprit et ouverts de cœur également. Donc voilà. Merci Alain. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se connectent. Le live sera disponible sur le IGTV. Ça c'est important de le préciser, de poser tous la question. Et puis je pense qu'on peut commencer tranquillement. Alain, est-ce que tu veux que je te pose des questions ou est-ce qu'il y en a qui ont retenu ton attention parmi celles que je t'ai envoyées? Oui. Moi, je trouve qu'il y a dans les questions qui ont été envoyées, il y a des choses qui sont très intéressantes. Et puis, j'aimerais bien commencer par une question qui n'est pas habituelle. Parce que j'ai un peu l'habitude de débattre autour de ce thème-là. J'ai même commis un livre là-dessus. Et là, il y a une des questions, je ne les prends pas dans l'ordre, mais la question, c'est le fantasme existe-t-il dans les sociétés tribales? Et associé à ça, la question, le fantasme est-il culturel? Alors, il y a deux questions, en fait, qui sont posées. Puis pour moi, ce sont deux questions différentes. Je vais répondre à la deuxième. Le fantasme est-il culturel? Oui. Oui, il est culturel. Et je dirais même qu'il est situationnel. C'est-à-dire que, en fonction de l'époque dans laquelle nous vivons, en fonction de sa morale, de ses croyances, de ses valeurs, les fantasmes vont s'organiser autour de tous ces éléments-là. Et il est évident que la morale qui est la nôtre maintenant, dans nos contrées en tout cas, n'est pas la même que celle qui existait au Moyen-Âge ou même plus avant ou au siècle dernier. Donc, la morale, les valeurs, le rapport des femmes à la sexualité, le lien entre les hommes et les femmes, le rapport
sexualités un petit peu différentes, tout ça c'est en train de changer. Donc ça va forcément changer notre rapport au fantasme, même si il y a des grandes tendances qu'on va retrouver à travers les siècles. Donc oui, le fantasme, il y a un aspect culturel. Après, l'autre question, existe-t-il, le fantasme existe-t-il dans les sociétés tribales? Ben oui, je ne vois pas pourquoi il n'existerait pas. Ce qu'on va appeler une société tribale, c'est aussi, moi, ce que j'appellerais une société première, une société primitive, donc une société qui n'a peut-être pas encore connu ce que nous, de façon un petit peu présomptueuse, nous appelons la civilisation. Et bien entendu qu'il va y avoir des éléments de fantasme, mais ils vont être interprétés différemment que dans nos sociétés. Parce que le rapport à la sexualité, le rapport au monde est tout à fait différent et que la plupart du temps, les sociétés tribales sont des sociétés animistes. Donc, il y a des esprits partout, dans les plantes, dans les arbres, dans les fleurs, à l'intérieur de chaque personne. Et je pense que pour comprendre la notion de fantasme dans les sociétés tribales, il faut inclure aussi la notion d'esprit, la notion d'entité, tous ces éléments-là. Je fais juste un petit parallèle avec le rêve. Dans les sociétés tribales, en général, le rêve, c'est toujours un esprit qui vient nous visiter et qui nous envoie des informations qui sortent à travers le rêve. Et dans la plupart des sociétés tribales, le rêve d'un individu est le rêve du groupe. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de sociétés, par exemple les aborigènes, la première chose qu'on fait en se levant le matin, c'est pas de prendre son petit déjeuner ou sa douche, c'est de raconter ses rêves en famille, parce que ça appartient au groupe. Donc on peut supposer que dans les sociétés tribales, le fantasme n'est pas individuel, mais qu'il appartient au collectif, il appartient aux esprits, voilà, il est dans ce cadre-là. Donc c'est très différent, bien sûr, de ce qu'on peut retrouver dans notre société occidentale. Voilà la réponse très rapide que je peux apporter à cette première question. Merci Alain, effectivement, ça donne envie d'en savoir beaucoup plus. Merci beaucoup pour cette réponse. On a eu d'autres questions qui étaient très intéressantes. Elles ont toutes été un merci et vous pouvez continuer d'en poser durant le live. N'hésitez pas. J'avais une question. La question qui revient souvent, c'est faut-il réaliser ses fantasmes? Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement qu'est-ce que c'est le fantasme? Alors, est-ce que c'est la rêverie érotique? Est-ce que c'est un rêve qu'on fait? À quel moment peut-être le fantasme intervient finalement? Alors, il y a deux formes de fantasme. Ça va nous permettre de comprendre un certain nombre de questions et un certain nombre de réponses. Il y a deux formes de fantasme. Il y a le fantasme qui est plutôt de la rêverie sexuelle. Ça va être un fantasme qui va être très agréable, qui va mettre en place des images, des impressions, des sensations, des excitations aussi. Mais il n'est pas très dérangeant. C'est-à-dire que rêver qu'on fait l'amour, plutôt dans le sens de l'augmentation de la quantité de libido, l'augmentation de la quantité de plaisir. C'est un fantasme qui va dans le sens du quantitatif. Et puis il y a une autre forme de fantasme, qui est le fantasme qui est vraiment issu de l'inconscient, et qui est un truc qui nous surprend, et on se dit, mais j'ai ça à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça raconte de moi, je voudrais m'en débarrasser. Moi j'ai eu des patients, par exemple, qui disaient, j'ai tel fantasme, je voudrais que ça n'existe plus, comme s'il fallait faire une opération et leur retirer ces images fantasmatiques. Donc il y a une autre partie des fantasmes, et ça rejoint une question où c'est subversif, ça va à l'encontre de notre morale, à l'encontre de nos croyances, et ça vient nous entraîner sur des terrains qui sont des terrains qui sont toujours surprenants et qui correspondent toujours à une transgression. Mais en même temps, moi j'ai tendance à penser que ça c'est une richesse, parce que ça prouve qu'on a à l'intérieur de nous des territoires sur lesquels on n'a pas de regard, on n'a pas de prise, on n'a pas de contrôle, et qui à certains moments nous envahissent sous forme d'images, mais pas que des images aussi, ça peut être des sensations corporelles également. Et là, on est vraiment dans une dimension transgressive du fantasme, parce que ça vient de l'inconscient. Et juste pour terminer ma réponse à la question,
dans l'inconscient, nous avons beaucoup de pulsions. Tout être humain a des pulsions, en tout cas je le souhaite à tout le monde, mais ces pulsions, elles ne sont pas du côté du bien ou du mal, du beau ou du laid, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui veut sortir, qui veut trouver sa place, et cette énergie, souvent, elle est en contradiction avec nos systèmes de croyances. Donc, c'est pour ça que ça va surprendre certaines personnes, et souvent, ils mettent en place des blocages pour surtout ne pas avoir accès à leurs fantasmes, sinon, ça donnerait une image d'eux qui est absolument insupportable et inadmissible. Et la plupart du temps, ces fantasmes-là, qui viennent de l'inconscient, s'organisent souvent autour de la notion de soumission et de domination. Moi, ce que j'ai remarqué, à travers ce que j'ai pu entendre de la part de mes patients, c'est que souvent on est autour de ces axes-là, et avec des images, des situations qui sont la plupart du temps poussées à l'extrême. Donc voilà, et ça vient aussi questionner des terrains comme la zoophilie, par exemple. Voilà. Mais ce sont des images, ce sont des situations, ce sont des mises en scène intérieures. C'est notre théâtre intérieur qui se traduit à travers les fantasmes. Et donc, il y a la grande question qui est posée, c'est faut-il les réaliser? C'est la question que tu posais. Parfois, on a certains fantasmes qui sont tellement délirants, tellement subversifs, tellement à l'encontre de ce que l'on voudrait être, que je pense que ça ne sert à rien de chercher à les réaliser. Peut-être qu'il est intéressant de les transformer en autre chose. Peut-être qu'on peut s'appuyer sur ces fantasmes-là pour créer quelque chose, pour les peindre, pour les dessiner, pour les écrire, pour les danser, pour les chanter. Voilà. Et le monde artistique est tellement riche d'auteurs, de peintres qui n'ont pas réalisé leurs fantasmes, mais qui nous les ont proposés sous forme d'œuvres d'art, et ça nous enrichit toutes et tous parce que ça raconte des espaces de nous-mêmes qui nous surprennent et que nous ne connaissons pas et qui parfois nous font un peu peur. Voilà, c'est un peu, je fais une réponse un peu globale, j'espère qu'elle est claire. Voilà, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ces deux aspects. Rêverie sexuelle plutôt agréable et excitante, et fantasme issu de l'inconscient plutôt transgressif et dérangeant. D'accord. Merci Alain. J'ai une autre question qui est venue entre-temps. Est-ce que le fantasme vient forcément la nuit ou du coup ça peut être le scénario sexuel qui va exciter une personne mais qui du coup peut se dérouler en journée? Est-ce que là aussi il y a une différence ou pas nécessairement? Alors ça peut venir la nuit, mais là on va être plutôt dans un fantasme qui s'organise autour du rêve, autour de la fonction onirique. Et je rappelle que tout le monde rêve toutes les nuits, on n'en a pas forcément de souvenir. Donc ça, c'est un fantasme qui n'est pas forcément érotique. Hein. Des fois, ça peut être des fantasmes où on est poursuivi par des monstres affreux, avec plein de temps. Mais pourquoi il y a ça à l'intérieur de moi? Et là, c'est un cauchemar, c'est aussi un fantasme. Et puis, il y a beaucoup de fantasmes que nous vivons dans la journée. Je propose aux personnes qui sont là en train de nous écouter, simplement d'être attentifs à ce qui se passe dans la journée. Voilà, on est dans le train, tranquille, en train de lire un bouquin, puis il y a une image qui arrive, il y a une pensée qui vient. Alors souvent, on va la chasser, mais même vous êtes à une réunion de travail, et puis à un moment donné, vous avez une idée qui passe par la tête, une idée très fétichiste, voilà, ça passe, mais le fantasme, il est là tout le temps parce que notre inconscient est là tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment présent tout le temps. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai vu que quelqu'un parlait de sublimation tout à l'heure dans les commentaires. Effectivement, transformer l'énergie exceptionnelle du fantasme en quelque chose d'artistique, ça s'appelle en psychanalyse, on appelle ça la sublimation. Et on va effectivement utiliser cette énergie à quelque chose de créatif et voilà, qui va rééquilibrer le lien entre la pulsion et la morale à l'intérieur de nous. Mais juste pour terminer, je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas réaliser ces fantasmes. Il faut juste faire attention à ne pas se mettre dans une situation qui serait une situation
trop difficile pour ses valeurs, pour ses croyances, et puis aussi trop difficile pour l'autre si on veut partager le fantasme avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est trouver le bon équilibre, quoi. Oui, alors là, je vais faire un peu le lien avec ce qu'on avait vu en cours de sexothérapie, c'est que dans le fantasme, en fait, on est propriétaire de son fantasme, on est dans le contrôle, et dans la réalité, finalement, souvent, il y a l'autre qui va pas forcément comprendre, qui va pas forcément jouer le rôle qu'on a prévu pour lui. Ça amène à la question, est-ce qu'il faut en parler à son partenaire, et comment, du coup Alors, c'est très délicat comme... parce que je peux pas faire une réponse oui ou non. Tout va dépendre du partenaire, tout va dépendre du moment où on est dans la relation, tout va dépendre du type de sexualité que l'on a. Il est évident que si on est dans une sexualité libertine, on va avoir peut-être une facilité à parler de certaines choses, alors que si on n'est pas dans ce type de sexualité, on aura plus de difficultés. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir le souci de l'autre. Est-ce que c'est acceptable pour lui? Est-ce que c'est entendable? Mais en même temps, c'est toujours intéressant de jouer avec les limites. C'est-à-dire que c'est cette frontière qui n'est pas évidente. C'est-à-dire que parce que l'excitation, la sexualité, le plaisir, c'est aussi sortir des habitudes. Mais jusqu'où on sort, jusqu'où on se permet d'aller, jusqu'où on sait que c'est agréable pour l'autre et que c'est entendable pour l'autre, voilà, c'est un équilibre qui est pas toujours facile à trouver et qui est toujours en train d'être recherché dans le couple. Mais en même temps, j'ai tendance à penser que si vous êtes en couple avec quelqu'un et qu'il y a un minimum de dialogue entre vous, vous savez pertinemment que si vous lui annoncez tel fantasme, que ça va choquer l'autre, que ça va aller à l'encontre de ses valeurs et que ça va lui faire du mal, bien entendu. Donc c'est ça qui est en jeu. Et puis aussi, parler de ses fantasmes à son compagnon ou sa compagne, c'est pas forcément lui dire on va le réaliser. C'est juste lui dire voilà, j'ai ça à l'intérieur de moi. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est de transformer ce fantasme dans la sexualité. On peut avoir un fantasme de dévoration, par exemple. On a envie de manger l'autre et tout ça. On va pas le faire, bien entendu. Nous ne sommes pas des cannibales. Mais on sent qu'il y a cette pulsion à l'intérieur de soi. Donc, on va la transformer en autre chose. On va faire des jeux, on va introduire de la nourriture dans la sexualité, peut-être être plus au niveau buccal et tout ça. Ouais, c'est utiliser cette énergie à quelque chose qui fait plaisir sans que ça soit excessivement dérangeant. Mais c'est intéressant quand c'est un peu dérangeant. Ouais, c'est-à-dire que voilà, il y a un juste milieu à trouver qui est pas facile. Et puis des fois on peut se planter. Hein. Des fois on peut dire tiens, je vais parler de ça à mon compagnon, à ma compagne, et puis on se dit je répète. On avance aussi en faisant des erreurs, hein. Bien sûr. Alors, on peut peut-être faire une petite note de communication non violente et bienveillante aux personnes qui sont dépositaires du fantasme de leur partenaire. C'est pas facile de livrer un fantasme, c'est vraiment la personne est vulnérable au moment où elle le fait. C'est un gros effort de se l'avouer, mais pas à soi. Et du coup, de le sortir de soi pour le partager à l'autre, même si ce fantasme vous choque ou vous bouscule, essayez de l'accueillir. Votre partenaire probablement n'attend pas de jugement ou de réponse, mais juste un espace de parole et d'écoute. Alain, je sais pas, je pense que tu vas corroborer ça. Complètement, tu as tout à fait raison parce que tu as utilisé un mot qui me paraît très important, c'est le mot vulnérabilité. C'est-à-dire que à partir du moment où on parle d'un fantasme que parfois on a même du mal à dire, parce que justement ça vient de l'inconscient, ça vient de zones très profondes de soi-même, et quand on va le raconter, on est complètement vulnérable face à l'autre. Et donc c'est important de ne pas se saisir de cette vulnérabilité-là pour faire du mal à l'autre, pour s'en servir, pour lui dire tu n'es que, tu vois, je savais bien, t'es une salope, tu penses qu'à ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accueillir la vulnérabilité de l'autre comme un cadeau relationnel énorme.
Ça, c'est vraiment très important. Parce que dès qu'on dit des choses qui viennent de notre inconscient, on est à nu. C'est la même chose, on s'en rend pas compte, mais c'est la même chose quand on va raconter un rêve. Quand on raconte un rêve, on raconte quelque chose qui est de l'ordre de notre inconscient, qui se livre à l'autre, et c'est la vulnérabilité. Mais j'ai tendance à penser, pour mettre un peu de romantisme dans cette soirée, j'ai tendance à penser que l'amour, c'est le partage de la vulnérabilité. C'est accepter d'être vulnérable ensemble, et en sachant que l'autre ne viendra pas utiliser cette vulnérabilité pour nous faire du mal. Pour moi, c'est ça la base de l'amour. Et raconter un fantasme, et que ce soit accueilli et pas utilisé contre soi, là, on est vraiment dans quelque chose qui a à voir avec la dimension de l'amour. Après, comme tu disais, on peut aussi trouver des compromis. Je prends le cas classique de personnes qui veulent libertiner parce que ça les exciterait d'avoir un public de voyeurs. Il est possible aussi dans la chambre à coucher, en fait, d'avoir un public fictif et de chuchoter des mots à l'oreille et d'être, par exemple, voilà, dans cette image du fantasme, sans aller jusqu'à la réalité du club libertin et toutes les surprises qu'ils peuvent avoir. Ça peut être aussi ça, de remettre de la complicité et de l'amour autour du fantasme. Si le partenaire n'a pas envie de venir en club avec vous, peut-être de trouver un compromis. Est-ce que ça, c'est possible, Alain ? Oui, c'est possible parce que quand même la sexualité, c'est du théâtre. Dans la sexualité, on joue des rôles, on interprète un certain nombre de choses. Je le souhaite à tout le monde, en tout cas, de ne pas être dans la sexualité comme on est dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a de la vulnérabilité, comme on disait tout à l'heure, mais il y a aussi un jeu avec des composantes qu'on a à l'intérieur de soi. On peut être un mec hyper costaud avec plein où on est dans quelque chose où on se livre à l'autre. Donc c'est important d'accepter cette dimension théâtrale de la sexualité. La sexualité, c'est du jeu. Et c'est vrai que souvent, chez beaucoup de nos contemporains, la sexualité, elle est vécue comme étant extrêmement douloureuse, dramatique, difficile. Mais dès qu'on met du jeu, on peut jouer à aller dans un club libertin à deux. On sait que l'autre ne peut pas vivre cette réalité-là, mais on va jouer à ça, on va le mettre en scène. Et puis il ne faut pas oublier, c'est ce que tu disais, le pouvoir des mots, le pouvoir du regard, le pouvoir de la présence aussi. Et tout ça, ça participe à l'agréabilité de la sexualité. Et le fantasme fait partie de tout ça, bien entendu. Quelqu'un dit la puissance de l'imaginaire. Oui, la puissance de l'imaginaire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de nous cette dimension de l'imagination qui est sans limite, vraiment sans limite. On peut tout imaginer, il n'y a pas de limite du tout. Et donc, c'est comment on va la partager avec l'autre. Et pour la partager, il faut en parler, tout ça. Mais dans un espace qui soit un espace où on ne se sent pas en danger. Ça, c'est important. Je voudrais revenir un petit peu sur la notion de danger. Pour certaines pratiques, c'est quand même important, effectivement, dans le fantasme, en général, tout se passe bien. Il y a certaines fantasmes qui peuvent mettre en scène des pratiques un peu plus à risque. Récemment, en consultation, j'ai été consultée par des personnes qui avaient des envies de pratiques anales extrêmes et de jeux d'aiguilles, et qui me demandaient, sachant que je peux, dans mon rôle de dominatrice, avoir ces jeux-là, me demander en fait s'il y a vraiment des dangers ou des risques. Donc renseignez-vous, c'est important aussi de mesurer ce qu'on fait parce que ça peut avoir des conséquences physiques, émotionnelles, psychologiques. Il y a quand même aussi une notion de danger qui parfois n'est pas négligeable, je pense. Mais ce que tu soulignes est important parce que quand je disais que l'imagination est sans limite, dans notre imagination, quand on s'imagine dans une situation sexuelle, c'est un avatar. C'est notre avatar qu'on imagine dans quelle situation. C'est une projection de nous-mêmes. C'est pas nous réellement. Donc on peut s'imaginer dans une situation où on vit des choses
qui paraissent douloureuses, difficiles ou autres, mais on s'en sort toujours. C'est bien entendu parce que c'est imaginaire. Mais c'est tout ce problème qu'il y a dans le rapport entre l'imaginaire et la réalité. Et dans la réalité, ben, effectivement, il faut mettre du contrôle, de la conscience aussi, bien entendu. Et ça, ce que tu dis est effectivement très, très, très important. Après, par rapport au fantasme, le fantasme raconte ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais le fantasme ne raconte pas forcément à 100% ce que nous voulons à tout prix réaliser. Ça raconte nos univers intérieurs, notre richesse intérieure, notre profusion, nos luxuriances internes, mais ça ne cherche pas forcément à vouloir être réalisé. Donc on peut avoir des fantasmes avec des pratiques sexuelles très extrêmes, mais je connais des gens qui ont réalisé des fantasmes et qui se sont dit j'aurais dû le laisser comme fantasme parce que finalement une fois que c'est réalisé c'est un peu fade. Voilà, il y a aussi cette dimension-là qui existe. Alors effectivement, oui, là ça m'a fait penser donc à d'autres questions. Voilà, le fantasme provoque-t-il l'envie de réaliser un fantasme plus intense? Donc est-ce qu'il peut y avoir aussi ça? Une fois qu'on a réalisé quelque chose, cette envie de plus, ou au contraire, la réalité est tellement décevante parfois que du coup, il vaut mieux se retenir. On peut avoir trois situations. La première, on réalise son fantasme, on est hyper content. C'est exactement ce que je voulais, c'est génial, c'est fantastique. La seule chose, c'est que le fantasme va s'appauvrir, il y en a peut-être un autre qui va prendre la place. La deuxième situation, effectivement, c'est que le fantasme est décevant. Donc là, il y a une espèce de frustration énorme qui se met en place. Et puis, la troisième situation, c'est effectivement de jouer avec l'énergie du fantasme. Comme je le disais tout à l'heure, sans forcément qu'il y ait de passage à l'acte. Voilà, on est un peu sur les trois terrains. Mais en même temps, c'est prendre dans un système addictif par rapport au fantasme. Parce que c'est le principe de l'addiction, toujours plus. Donc il y a là, à ce moment-là, c'est qu'est-ce que ça raconte de la personne qui est dans un système addictif, qui veut toujours avoir un fantasme de plus en plus fort. Si on réalise un fantasme, il n'est pas obligatoire qu'on veuille ensuite aller vers un fantasme plus fort. C'est pas une obligation, c'est pas une nécessité, c'est pas systématique. Mais quand on est dans une idée, voilà, d'avancer sur le terrain de sexualité avec des choses de plus en plus fortes, on peut à un moment donné rentrer dans quelque chose qui peut avoir un caractère pathologique. Et là, on peut rentrer dans une addiction sexuelle. Mais ça devient addictif souvent quand c'est toujours la même chose qu'on peut répéter, mais de façon de plus en plus intense. C'est toujours le même scénario, mais on veut que ça soit de plus en plus intense, et voilà, et on est enfermé dans un scénario. Il faut bien quand même dire que pour moi, une sexualité, j'aime pas trop ce terme, sexualité épanouie, ça veut rien dire, mais une sexualité qui soit joyeuse, c'est quand même une sexualité où on se donne la possibilité d'être dans la diversité de ces sexualités. Parce que je parle du principe que nous avons plusieurs sexualités à l'intérieur de nous. Donc voilà, tu sais, c'est comme un peintre. Il a sa palette, il a toutes les couleurs à sa disposition. Nous sommes toutes et tous comme ça, on a toutes les couleurs, mais nous ne réalisons pas tous le même tableau. Et il y a certaines personnes qui ne vont utiliser que le noir, ou que le rouge, que le vert. C'est travailler sur la diversité des palettes fantasmatiques qui sont à l'intérieur de nous. Merci Alain pour cette précision. Alors, donc on a parlé de réaliser les fantasmes ou pas. Comment en parler? Ça, on l'a dit aussi. La réalité peut-elle dépasser le fantasme? Est-ce que tu en es? Alors,
Oui, la réalité peut toujours dépasser le fantasme, mais en général, quand la réalité dépasse le fantasme, c'est soit c'est beaucoup plus beau qu'on ne le pensait, beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Ça, c'est possible. Mais souvent, ce que j'ai entendu, c'est que c'est moins fort, ou alors c'est beaucoup plus douloureux, c'est beaucoup plus glauque, voilà, j'ai pas prévu que ça soit comme ça. Ouais. Quand on est dans un fantasme, on est quand même le metteur en scène. Donc on est celui qui décide où on met les lumières, qui sont les comédiens, comment la scène elle s'organise et tout ça. Là, on distribue les rôles. Et quand un fantasme, on va le réaliser, surtout qu'il y a d'autres personnes, on n'a pas de contrôle sur les autres. Et parfois, les autres sont un peu décevants. Voilà, donc oui, il y a des réalités qui peuvent dépasser le fantasme, mais à mon avis, dans le monde des fantasmes, c'est tellement vaste, c'est tellement créatif que je crois que la réalité est toujours un petit peu mièvre par rapport à ça. Clairement. Le fantasme échappatoire ou porte d'accès au réel? Il y a des psychanalystes qui nous suivent. Alors, eh bien, c'est les deux, parce que ça peut être un échappatoire. Je remplacerai le mot échappatoire par compensation. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on n'a pas dans la vie réelle, on va le compenser dans le fantasme. Donc le fantasme équilibre aussi. Donc c'est une forme d'échappatoire, mais qui compense, qui équilibre, et c'est plutôt bien. Alors, porte d'accès au réel, oui, la porte d'accès au réel, c'est quand on va se servir de l'énergie du fantasme pour modifier un peu sa sexualité, se mettre dans des situations qui sont un petit peu différentes de l'habitude, parce que ce que le fantasme nous propose en possibilité créatrice, c'est comment on va s'en servir pour amener sa sexualité dans quelque chose d'un petit peu plus fun, d'un peu moins habituel. Donc ça sert à ça aussi. Je dirais même que c'est une porte d'accès à la modification du réel. Je ne sais pas qui a posé la question, mais je pense que ça permet de modifier le réel également. Bon, c'est ça qui est en jeu. Et puis, dans le fantasme, la plupart du temps, il y a un scénario, il y a une mise en situation qui est là, et cette mise en situation, quand on cherche à la réaliser ou à la revivre, ça modifie forcément la réalité dans laquelle nous sommes. Tout à fait. Merci Alain. Le fantasme est-il une pensée obsédante? Alors ça, on y a déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais peut-être le repréciser, ça mange pas de temps. Oui. Alors, ça peut être obsédant, un peu comme le rêve. Tout le monde a eu ou a des rêves récurrents. Vous savez, des rêves qui reviennent régulièrement, voilà, auxquels on ne peut pas échapper. Donc le fantasme peut être une pensée obsédante, mais à partir du moment où c'est trop obsédant, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va rentrer dans quelque chose d'addictif. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une diversité de fantasmes. Et puis ça c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier, c'est que nous sommes des êtres de mouvement. Donc on ne va pas avoir les mêmes fantasmes à 17 ans, à 30 ans, à 50, à 60 ou à 80. Ça bouge avec le temps, ça bouge avec les rencontres, ça bouge avec les expériences que nous avons de la sexualité. Voilà, donc s'il y a quelque chose d'obsédant, et si à 40 ans, j'ai le même fantasme que celui que j'avais à 12 ans, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu coincé, qui n'arrive pas à se déverrouiller, et donc qu'il faut un petit peu ouvrir, quoi. C'est bien sûr. Mais ça peut se transformer en addiction, et ça peut se transformer en quelque chose qui peut être éventuellement un peu pathologique, quoi. Si vous vous sentez dans ce cas-là, n'hésitez pas à pousser la porte d'un thérapeute. Oui. Il ne faut pas plus rester enfermé tout seul dans un cycle, et au contraire, essayer de casser un petit peu ce cycle-là et d'aller en parler à quelqu'un qui pourra peut-être plus une question. Ça, c'est important de le dire. Et puis en même temps, il y a ce nom, on n'aura pas en face de nous quelqu'un qui sera dans le jugement. La base même de l'accompagnement thérapeutique, c'est de ne pas être dans le jugement.
Je donne un exemple. J'ai reçu une patiente, c'était une de mes premières patientes en sexothérapie, il y a très longtemps, et cette patiente, au moment où elle avait une montée orgasmique, elle avait besoin de convoquer l'image d'un âne en érection. Et ça faisait partie de ses fantasmes, il y avait beaucoup de fantasmes zoophiles, et donc elle avait vraiment besoin de convoquer cette image. Et elle est arrivée dans mon cabinet en me disant « je suis folle, je suis pas bien sexuellement et tout ». Et moi, mon travail, c'était de dédramatiser ça, d'essayer de donner du sens à son fantasme et de le replacer dans ce qu'elle était en train de vivre à ce moment-là. Voilà. Mais si j'avais été dans le jugement, je leur ai dit, vous n'êtes qu'une sale zoophile et tout ça, je vous dénoncer à la police, voilà, ça n'a pas de sens, bien entendu. D'accord. Effectivement, je peux tirer dans ce sens-là, merci. D'où vient l'idée que les fantasmes les plus sombres viennent de traumatismes? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle les fantasmes les plus sombres. Moi, ce que j'entends par fantasmes les plus sombres, c'est peut-être les plus dérangeants, ceux qui nous emmènent du côté de la mort, où il y a de la morbidité, où il y a de la violence. Voilà, moi, c'est ce que j'entends par les fantasmes les plus sombres. Ça peut être lié à des traumatismes, mais pas obligatoirement. Ça peut être lié aussi à des interprétations que l'on fait de la sexualité quand on est enfant ou ado, qui sont des interprétations qui sont les nôtres, bien sûr, mais qui ne sont pas forcément justes. Je ne sais pas si tu te souviens, Stéphanie, j'avais parlé de cette patiente qui, lorsqu'elle avait des montées orgasmiques, avait des envies de vomir. Donc, elle avait peur d'être ce qu'on appelle hémétophile, donc d'aimer vomir et tout ça. Donc, du coup, elle était très mal avec ça. Et elle était dans une nouvelle relation. Elle me disait, je ne peux pas avoir des relations sexuelles avec cet homme que j'aime et avoir ces envies de vomir, voire même vomir pendant la sexualité, ça n'a pas de sens. Et quand on a travaillé ensemble, en fait, elle dormait à côté de la chambre de ses parents et elle entendait ses parents faire l'amour. Et elle avait l'impression que ça se passait très mal, que c'était très, très, très violent. Et en fait, elle entendait sa mère partir dans la salle de bain et vomir. En fait, quand on en a parlé avec sa mère n'avait pas vomir. Sa mère terminait leur relation sexuelle par une fellation. Et sa mère, ensuite, allait se brosser les dents. Donc, ça n'avait rien à voir. Donc, on peut très bien construire un traumatisme à partir d'une mauvaise interprétation de la réalité. Donc, et du coup, ça va construire un univers fantasmatique qui peut être un peu sombre, chargé de mort et tout ça. Et puis après, il y a quelque chose dont il faut bien parler aussi, qui fait partie des éléments terribles de la sexualité, ce sont les abus sexuels. Et on peut effectivement construire des fantasmes à partir d'un abus. Et le fantasme, souvent, va tourner autour de l'abus, va reproduire la scène de l'abus. Et on peut très bien se retrouver dans le fantasme abusé de nouveau, tout comme on peut se retrouver abuseur. On peut avoir un fantasme où on fait subir des choses absolument terribles à quelqu'un d'autre. C'est pour essayer de... le terme que j'emploie souvent, c'est pour essayer de donner du sens à l'insensé. C'est ça qui est en jeu. Donc oui, ça peut être en lien avec un trauma, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ça peut être en lien aussi avec des interrogations qu'on a en tant qu'enfant, et comme je disais tout à l'heure à travers l'exemple de cette patiente, ça peut être des mauvaises interprétations, des interprétations délirantes qui ensuite vont construire nos fantasmes. Qu'est-ce que tu dirais aux patientes qui ont des fantasmes de viol ou de relations violentes et qui ont elles-mêmes été abusées ou violées? Souvent, c'est une interrogation de leur part. Oui. La première chose que je leur dirais, c'est que si elles ont des fantasmes de viol, ça ne veut pas dire qu'elles veulent être violées, et ça ne veut pas dire qu'elles ont voulu être violées. Ça, c'est très important de dire au départ. Et d'autre part, c'est remettre en place le scénario du viol pour essayer de comprendre. Parce que le viol, c'est une effraction, c'est quelque chose qu'on n'a pas souhaité, qu'on n'a pas voulu, qui nous tombe dessus. Et donc, du coup, le psychisme
pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, va essayer de reproduire la scène. On connaît ça très bien dans le stress post-traumatique, où naturellement, on va revivre la scène pour essayer de la comprendre. On se dit, mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi c'est arrivé? Donc, il y a une recherche de sens qui se met en place. Donc je leur parlerai de tout ça. Voilà, bien entendu, mais il y a aussi des femmes qui n'ont pas été violées et qui ont des fantasmes de viol. Ça ne veut pas dire qu'elles veulent être violées. Bien sûr, c'est un jeu avec son imaginaire. Et d'ailleurs, petite précision, j'ai eu beaucoup de patientes qui avaient des fantasmes de viol. Quand je leur posais la question de déplier de fantasmes, ok, vous avez un fantasme de viol, mais racontez-moi, ça se passe où? C'est quand? Il fait jour, il fait nuit? C'est avec qui? La plupart du temps, c'est avec un inconnu. Et en fait, c'est pas un fantasme de viol, c'est le fantasme d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc c'est très important. Et il y a quelque chose aussi qu'on peut dire là maintenant, c'est que c'est important d'apprendre à déplier son fantasme. Et pas simplement de dire, moi, mon fantasme, c'est de faire l'amour avec Brad Pitt et George Clooney pendant qu'il y ait je sais pas qui, Johnny Depp est en train de regarder. Voilà. Ce qui est important, c'est de déplier, c'est-à-dire, ok, voilà, comment on est habillé, s'il fait jour, il fait nuit, qu'est-ce qu'on ressent, c'est-à-dire d'ouvrir le fantasme, et ça permet d'une part d'amplifier les sensations, et puis ça permet de mieux comprendre aussi comment son univers s'organise, quoi. Pas simplement de rester à décrire un fantasme sans rentrer dans le détail, quoi. Du coup, ça dédramatise bien, en fait. Ça dédramatise complètement, et puis ça permet de jouer avec aussi. Ça permet de jouer avec, et bien entendu. Là, il y a quelqu'un qui dit le fantasme permet souvent de dire l'indicible. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça permet de c'est-à-dire, ça permet de dire ce que le conscient ne peut pas dire. Et c'est l'inconscient qui va dire. C'est la même chose avec les rêves. Les rêves, souvent, disent quelque chose que nous ne pourrions pas nous dire si nous étions complètement éveillés. Donc, il y a cette dimension-là. Mais ça dit l'indicible, et en même temps, cet indicible, c'est quand même quelque chose qui parle de nous. Mais pas complètement. Du coup, je fais le lien. Le fantasme du point G, alors là, c'est une question du point P, pardon, qui est très ciblée. Du point P chez l'homme signifie que je suis homosexuel refoulé. Alors, ce fantasme, qu'est-ce qu'il dit de moi? C'est indicible, finalement? Alors, c'est-à-dire que je vais faire un petit détour par rapport à cette question. Bon, moi, je suis très influencé par la pensée de Freud, même s'il y a des choses qui sont à remettre en question. Il n'y a pas tout ce que Freud a dit n'était pas une vérité absolue. Évidemment, je ne suis pas en dévotion face à Freud, mais Freud a quand même amené l'idée que nous sommes toutes et tous fondamentalement bisexuels. Et que donc, il a développé l'idée d'une bisexualité psychique chez l'être humain. C'est-à-dire que nous avons dans notre organisation psychique une dimension bisexuelle presque naturelle. Donc, quand un homme a un fantasme de point de vue, c'est pas un fantasme d'homosexualité qui ferait qu'il est homosexuel et pas hétéro. C'est simplement un fantasme qui est un fantasme de plaisir anal. Tout simplement. Que ce plaisir anal soit obtenu en étant avec une femme, en étant avec un homme et tout ça. C'est-à-dire que c'est pas l'homosexualité dont il est question, c'est simplement l'intérêt qu'il y a pour la zone anale, le périnée, la prostate, voilà, tous ces éléments-là. Donc, moi, je retirerais la question d'homosexualité, voilà, qui n'a rien à faire là. C'est juste voilà, l'intérêt que l'on porte à cette zone de son corps. C'est quand même une zone très importante dans la sexualité, il faut bien le dire, chez les hommes comme chez les femmes. On va faire un live spécial sur la prostate prochaine. Exactement, sur la prostate et même sur le périnée, parce que ça intéresserait les hommes et les femmes, qui est vraiment un espace du corps extrêmement important et qu'on a un peu tendance à banaliser, dont on parle peu d'ailleurs par rapport à la sexualité,
parler alors que c'est un lieu tellement important. Quoi. Prenez soin de votre périnée, c'est hyper important. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Il me semble que Freud disait on ne peut fantasmer sur ce qui nous est trop familier. Alors oui, c'est vrai. Freud disait qu'en fait le fantasme s'organise avec des choses auxquelles on n'a pas accès, qu'on va convoquer dans son univers fantasmatique. C'est d'ailleurs très précisément, voilà, selon Freud, si dans vos fantasmes c'est votre compagnon, votre compagne qui revient tout le temps, voilà, c'est pas très créatif. Quoi. En revanche, si c'est quelqu'un avec qui vous n'aurez peut-être jamais de relation sexuelle, si c'est et puis si c'est un personnage imaginaire aussi. On peut avoir des relations sexuelles ou faire des trucs absolument délirants avec Blanche-Neige, Astérix, je sais pas moi, un ogre, voilà. Donc par rapport à ça, effectivement, la beauté du fantasme, si je puis dire, j'ose dire ça, la beauté du fantasme, c'est vraiment quand ça nous sort du familier. Hein, c'est bien sûr parce que ça raconte tout d'un coup quelque chose qui surprend, qui nous agite et tout ça, et c'est quand même très très intéressant. Quoi. Mais tu sais, c'est comme quand on crée. Je suppose que ça arrive à plusieurs personnes qui nous écoutent. C'est-à-dire que, voilà, tu te dis, j'ai envie de peindre. Tu oses acheter une toile, et puis à un moment donné, tu lâches prise, t'arrêtes de lâcher le contrôle et puis tu y vas. Et ce que tu fais te surprend, tu dis, waouh, il y avait ça à l'intérieur de moi. Ben, c'est pareil le fantasme. Il y avait ça à l'intérieur de moi. Il y avait ces images-là, il y avait cette folie à l'intérieur de moi. Voilà, ça fait partie de moi. Mais ça ne me raconte pas tout entier. Mais ça raconte quelque chose de moi. C'est à la fois très clair et très mystérieux et c'est très passionnant, je trouve. Et ça fait vraiment lien avec voilà, ton expérience de psychanalyste. Voilà, on a envie de suivre dans cette voie. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à tout ça? Est-ce que toi, t'en as eu d'ailleurs, ou est-ce que tu veux partager quelque chose d'autre, Alain, sur cette question? Alors, oui. Il y avait une question, c'était la première. Oui. Je ne fantasme pas, à part le sexe lesbien, car je considère que les fantasmes ne sont pas faits pour être réalisés. Ça rejoint un peu ce qu'on s'était dit. Il y a quelqu'un qui me dit excellente métaphore, merci beaucoup. Ah ben c'est la même personne qui participe beaucoup. Merci. Et en fait, là, dans ce qui est dit, effectivement, dans ce que je comprends, c'est que la personne qui a écrit ça, elle n'est pas lesbienne, ça ne fait pas partie de son univers, donc elle va aller sur un terrain qui est un terrain qu'elle ne connaît pas, et qu'elle cherche à connaître à travers son fantasme. Donc on est là dans quelque chose de tout à fait naturel. Alors, il y a la question sur la limite et la différence entre envie et fantasme. La différence, elle est relativement simple. L'envie, c'est plutôt des choses qui ont à voir avec notre conscient. On a envie, bien souvent, de quelque chose qu'on connaît déjà, mais on veut le reproduire. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est ça, et puis, non, faut pas se faire plus discret, scène, pas du tout. Je fais l'expérience de ça, donc j'ai envie d'y retourner. L'envie. Le fantasme, c'est un peu différent, dans la mesure où le fantasme s'appuie beaucoup plus sur nos pulsions, donc sur des dimensions qui sont un petit peu inconscientes, voire beaucoup inconscientes. Donc on n'est pas du tout dans le même registre, on est dans quelque chose qui est, qui échappe à notre contrôle, et donc, alors après, c'est là où nous sommes complexes. Après le fantasme, on peut, à force d'avoir un fantasme qui vient, on peut se dire, j'ai envie de réaliser ce fantasme. J'ai envie de passer à l'acte, tout ça. Mais normalement, il y a une différence entre l'envie qui est plutôt d'ordre du conscient et la pulsion qui est plutôt d'ordre de l'inconscient. Mais évidemment, nous sommes un tout, et tout ça, ça se mélange à l'intérieur de nous, évidemment. Tu sais,
Ce qui est toujours très difficile, et je raconte ça quand je donne un cours, c'est que je suis obligé de sectoriser les choses. Le conscient, l'inconscient et tout ça. Et à l'intérieur de nous, tout ça s'est mélangé. Tout ça s'est mélangé et c'est continuellement en dialogue. Oui, alors ça aussi, ça vaudrait le coup de faire un vrai live, de prendre des cours sur le conscient et l'inconscient. Mais oui, il y a beaucoup de mouvements, en fait, finalement, et rien n'est figé là-dedans. On nous demande, je l'ai perdu, comment mettre une image sur un fantasme si on ne le connaît pas totalement. Alors, je ne vois pas exactement la question de on ne connaît pas totalement. C'est-à-dire. La personne peut préciser. Comment? Est-ce que la personne peut ça serait bien que la personne précise, d'autant plus qu'il y a une question qui vient d'arriver là. Bon, on peut peut-être y répondre en attendant la précision. Ouais. Les femmes sont nombreuses à avoir des fantasmes de soumission. Peut-on aussi poser une composante patriarcale sociétale et ou une part plus primitive? Oui, c'est une excellente remarque. Et ça rejoint ce qu'on disait au début de ce live, sur la dimension culturelle du fantasme. C'est-à-dire que, évidemment, et alors ça, je l'ai remarqué, j'ai consulté pendant une trentaine d'années, et j'ai remarqué que les fantasmes bougeaient et changeaient avec le temps. Il y a toujours des femmes qui ont des fantasmes de soumission, et sans aucun doute qu'il y a un jeu, effectivement, avec la dimension patriarcale, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Le jeu avec la soumission, il est aussi intéressant parce que dans la soumission, il y a quelque chose qui lâche. Dans la soumission, il y a un lien avec soi-même qui peut se faire dans la tendresse et qui peut se faire aussi dans quelque chose où tout d'un coup on lâche le contrôle et on délègue le contrôle à quelqu'un d'autre. Donc la soumission n'est pas toujours quelque chose de négatif. Ça c'est important. Et par exemple, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la sexualité. Si je fais une méditation, je me soumets, c'est-à-dire que je me soumets aux images, à l'endroit où je suis, je lâche prise et je me soumets à ce qui est. Je pense qu'on peut retrouver ça dans la sexualité. Donc ça peut être une reproduction du patriarcat, ça peut être une recherche qui est un petit peu disante, et puis on a un exemple, Stéphanie, c'est-à-dire que les femmes sont de moins en moins dans des fantasmes de soumission. Moi, j'entends de plus en plus de femmes qui sont dans des fantasmes de puissance, dans des fantasmes de pouvoir, dans des fantasmes d'action, dans des fantasmes d'agir. Et ça, c'est en train de changer, mais parce que aussi, en tout cas dans notre culture, dans notre société, il y a vraiment une image de la femme qui est en train de changer, et des femmes qui de plus en plus prennent leur sexualité en main, prennent leur désir en main, et qui aussi prennent leur fantasme en main. Donc on a tout ça, quoi. C'est voilà, à la fois une image du patriarcat, donc une soumission et la reproduction du système patriarcal dans lequel nous sommes encore, mais aussi quelque chose aussi où tout d'un coup, dans le fantasme de soumission, on lâche et on se laisse faire, et on délègue à d'autres le pouvoir, la décision, et parfois c'est quelque chose qui est extrêmement agréable à vivre. Tout à fait. Je fais juste attention, le live risque de couper d'ici 5 minutes. Je me reconnecterai, donc voilà, que chacun n'hésite pas quand ça coupe, à se reconnecter. Oui, cette dimension du lâcher prise, moi je l'entends forcément avec toutes les personnes que je reçois dans le cadre de séances de shiva, de BDSM. C'est majoritairement des hommes, mais il y a aussi des femmes. La soumission, du coup, c'est pas que féminin. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont ce fantasme-là. C'est pas forcément non plus que l'image du cadre surbooké qui a besoin de s'accorder un moment pour décompresser. Il y a aussi des personnes qui ont des métiers plus classiques, qui ont aussi envie de ce moment finalement de lâcher prise, où c'est l'autre en fait qui va prendre un peu les commandes et leur dire quoi faire pendant une période donnée, et c'est extrêmement nourrissant et réparateur. Là, du coup, je fais une petite parenthèse sur un échange de pouvoir. La personne qui se soumet, c'est pas une carpette non plus. Elle est là aussi pour vivre un moment qui lui fait plaisir,
et qui est valorisant, qui est soutenant, qui est contenant aussi pour elle. Alors certes, dans un cadre peut-être un peu plus transgressif que ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, mais c'est une parenthèse qui doit être, oui, valorisante et pas dégradante. Ça, c'est important pour moi de le souligner parce qu'il y a souvent beaucoup de questions là-dessus, sur est-ce que si je suis soutenue au lit, ça veut dire que je suis une lavette dans la vie. Et non, pas du tout. Alain le disait au début du live, la sexualité, en fait, c'est une scène de théâtre. Donc, on choisit aussi un petit peu quel rôle on a envie de jouer. Et c'est complètement sain de se dire, là, pendant une heure, en fait, j'ai pas envie de réfléchir. Donc, tiens, je te donne les clés, et puis c'est toi qui décides. Voilà ce que j'ai envie, voilà ce que j'ai pas envie, et puis tu composes. Voilà, je peux faire la petite parenthèse quand même sur ce format de la sexualité qui est parfois pas forcément très bien compris de la part de certains. Mais j'avais une question à te poser, mais je pense qu'on va le live va s'arrêter là, c'est ça? Ouais, le live va s'arrêter, donc on peut peut-être la garder pour après. Je vais dire que c'est non, ça c'est la même, donc les femmes, voilà, un fantasme se construit avec le temps, mais il y a toujours un noyau générateur. Oui, ça il peut y avoir un noyau générateur. Et le noyau générateur, ça peut être un souvenir, ça peut être une situation qu'on a vécue, ça peut être une situation sexuelle qu'on cherche à reproduire. Oui, il y a un noyau générateur, mais je dirais même que parfois il y en a plusieurs. Parfois il y a plusieurs noyaux en même temps qui vont mettre en place le fantasme. Et je dirais que le noyau générateur du fantasme, c'est l'inconscient, tout simplement. L'inconscient. Ouais. La personne n'a pas reprécisé sa question. Voilà, je ne sais pas si elle est encore connectée. Dark Salamandar, comment mettre une image sur un fantasme quand on ne le connaît pas totalement. Voilà, on est encore disponible avec Alain. Bonjour à ceux qui se connectent maintenant. Le fantasme peut-il être parfois lié à une quête d'introspection? Le fantasme est toujours lié à l'introspection, dans la mesure où le fantasme raconte quelque chose qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, quand on parle d'introspection, je dirais même que c'est important d'utiliser son fantasme pour une quête d'introspection. Pour savoir de quoi on est fait, pour savoir qui on est, c'est quand même une chance énorme d'avoir un univers fantasmatique pour être justement dans un travail d'introspection. Oui, bien sûr. Il y a un lien entre les deux. Et donc, encore une fois, pour pouvoir mener à bien cette quête d'introspection, soyez bienveillants avec vous-même, sans jugement. N'hésitez vraiment pas à explorer les choses, comme le disait Alain tout à l'heure, à déplier aussi le fantasme pour essayer de le comprendre et pas le prendre en bloc en disant « Oh mon Dieu, c'est transgressif, je ne veux pas en entendre parler ». Au contraire, apprivoisez-le, acceptez-le, familiarisez-vous avec, et vous verrez que l'acte peut avancer aussi dans cette connaissance de vous. Alors, j'attends, je l'œil sur... Je suis un peu en parce que Rebonsoir, bienvenue sur la suite et probablement fin du live sur les fantasmes en compagnie d'Alain et Rive qui ne va pas tarder à me rejoindre. La première partie de ce live est déjà en ligne sur le IGTV et je connecte Alain. bonsoir Stéphanie. Et super, tout le monde est là. Alors Alain, tu voulais me poser une question du coup.
Oui, je voulais te demander, est-ce que dans la pratique du shibari, est-ce que tu as rencontré, vu des personnes qui justement, lorsqu'elles étaient dans ce moment très particulier, vivaient des moments d'intense méditation, je dirais presque, voire d'extase. Est-ce que ça, tu l'as rencontré? Oui, complètement. Je pense que c'est lié à plusieurs choses. Effectivement, à chaque fois que j'attache quelqu'un, je lui demande voilà, est-ce qu'il y a une culture dans sa sexualité qui tourne autour du shibari. Parfois pas forcément, parfois oui. Donc il y a déjà ce point qui peut différer. Parfois ça va être pas forcément le shibari dans sa culture, donc par rapport au Japon, mais simplement par rapport au lâcher prise et l'échange de pouvoir. Et effectivement, une fois qu'elles sont attachées, ces personnes, oui, sont dans un état modifié de conscience. C'est aussi dû beaucoup à la sécrétion des endorphines, puisque le corps est soumis du coup à je vais pas dire une rude épreuve, mais en tout cas une forte contrainte. Le corps, en fait, pour se soulager de cette contrainte, va sécréter des endorphines qui vont du coup amener, c'est comme un espèce d'état d'ébriété un petit peu doux. Et effectivement, le mental, du coup, se met un peu plus en roue libre. Et là, c'est très varié. Il y a des personnes qui ne vont penser à rien. Ça va être comme un blackout. Elles vont être vraiment comme alors, un blackout, pas dans le sens où on s'évanouit, mais elles vont être vraiment dans le ressenti et dans tout ce qu'il y a de très corporel, en fait. Donc, pleinement sur ce qui se passe dans leur corps. Et puis, il y a des personnes pour qui, au contraire, ça va connecter et toutes les pensées vont bouillonner et peut-être un scénario va prendre forme et sens. Je pense que ça, c'est aussi alimenté avec la présence de l'attacheur. Il y a des personnes qui ont juste envie qu'on leur foute la paix quand elles se font attacher, donc l'attacheur est un peu plus au service, il va faire ce qu'il a à faire. Et puis il y a des personnes qui vont vraiment avoir besoin de ce scénario, de ce jeu de rôle, de sentir du jeu de regard, des stimulations, des questions. Et ça, du coup, c'est pour les personnes qui ont effectivement un scénario, un fantasme vraiment sur l'idée d'être dominé et attaché. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'orages par ici, il y a très clair. Effectivement, oui, je le constate systématiquement, cet état de rêverie et de conscience scientifique. Est-ce que ça a peu important? Oui, tout à fait. Moi, ça me paraît être un élément important. Ça, on en a déjà parlé. Moi, je suis assez fasciné par le shibari et puis la philosophie qu'il y a derrière aussi. Tu vois, pour moi, c'est pas que on n'est pas que dans l'univers qu'on pourrait penser comme étant glauque, voilà, du BDSM. On est à un autre endroit. Je trouve qu'il y a quelque chose il y a une certaine finesse qui existe. Mais ça, par rapport à notre thème de ce soir sur les fantasmes, c'est le fantasme et tous ces éléments-là rappellent quand même que la sexualité, c'est un espace de liberté. J'ai beaucoup utilisé le mot, mais aussi que c'est un espace d'expérience et que le fantasme, c'est faire l'expérience intérieure de dimensions de nous-mêmes que nous ne connaisserons pas et qui vont venir nous surprendre. Et je trouve ça quand même génial d'être surpris par soi-même. C'est de se dire, il y a ça en moi, je ne savais pas. Il y a quelque chose où on s'aperçoit que toutes ces surprises, tous ces mouvements, toutes ces images, ces sensations qu'il y a à l'intérieur de soi, c'est encore nous-mêmes et nous ne le savions pas. Et c'est pour ça que je trouve que le fantasme, ce sont des univers extrêmement importants et précieux aussi. Ouais. D'ailleurs, petite précision, il y a dans les maladies psychiques que l'on peut avoir, il y a des maladies psychiques où le fantasme n'existe pas et les personnes qui sont dans des grands états dépressifs sont dans une absence de circulation fantasmatique. Et même, ils sont même dans une absence de libido, de désir, de manière un peu générale. Oui. Ces personnes-là, sur un terrain dépressif, sont coupées de leur libido, donc de leur énergie de vie, et du coup, l'imaginaire se fait moins. Ouais. Et le travail du thérapeute, c'est de les aider
l'aider à revenir sur un terrain où l'imaginaire va retrouver sa place, où on va lui laisser sa place. Et en général, quelqu'un qui sort d'une forte dépression, on le sent parce qu'il y a un retour à la libido. Dès qu'il y a un patient qui est fortement dépressif qui nous dit « Ah, j'ai fait un rêve érotique » ou j'ai des pensées, alors on se dit « Ah, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Il y a de la vie qui reprend. » Est-ce qu'on le veuille ou non, la vie, c'est faire l'expérience d'espace de plaisir qu'il soit seul ou partagé avec quelqu'un. C'est beau ce que tu dis, alors. Ouais. Est-ce que la notion de fantasme sexuel existe-t-il dans tous les modèles de société? Alors, on a déjà un petit peu répondu à cette question en tout début de live. Est-ce que tu veux encore repréciser quelque chose dessus, Alain, ou on renvoie la... Oui, juste pour pas échapper à la question, et par rapport à ça, c'est que effectivement, en fonction des sociétés, chaque société porte en elle-même sa morale, ses valeurs et ses croyances. Donc forcément, nous sommes influencés par ça. Que nous soyons d'accord avec les valeurs de la société, que nous soyons contre, on est influencés. Donc du coup, ça va influencer nos univers fantastiques. Forcément. Donc après, bien sûr, on a parlé au début de ce live des sociétés dites primitives et tout ça, les formes de fantasmes sont tout à fait différentes. Voilà. Après, la question aussi que j'entends derrière cette question, c'est est-ce que tout fantasme est sexuel? Est-ce qu'on peut avoir des fantasmes non sexuels? Je pense que tous les fantasmes sont alimentés avec notre libido. Mais la libido, des fois, elle se traduit sur des terrains qui ne sont pas sexuels et c'est encore la libido. Il y a plein de gens qui mettent leur libido dans le travail, il y a plein de gens qui mettent leur libido dans le sport, il y a plein de gens qui mettent leur libido dans d'autres choses, mais à la base, c'est quand même quelque chose qui a à voir avec la sexualité. Pour les personnes qui s'intéressent à l'énergétique, notamment l'univers des chakras et tout ça, la base même, c'est le premier chakra. C'est le premier chakra, on en parlait tout à l'heure, il est quand même à l'endroit du périnée. C'est-à-dire que c'est là où il y a notre puissance, notre force, notre volonté. Et c'est à partir de là, c'est notre chaudron. C'est si nous sommes des volcans, c'est notre magma. Et notre magma, c'est la libido, c'est la sexualité, c'est la recherche du plaisir. C'est ça qui nous maintient. Du coup, il faut faire des méditations d'ancrage pour travailler son ancrage. Ouais. C'est très important de le terminer là. Et bien sûr, les jambes, les genoux, les cheveux sont des éléments très importants dans la sexualité. Bien sûr, le corps, mais souvent on ne fait pas suffisamment attention à cette partie-là pour être trop centré sur les organes génitaux. Bon, là, ça fait un peu lien avec tes autres activités dans le domaine du tantra. Du coup, oui, c'est vrai. ça fait vraiment penser à tout ça. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots rapidement? Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins de questions sur les fantasmes, mais du coup, c'est une question du chakra racine. Oui, il y a quelqu'un qui cite le terme de Kundalini, effectivement. C'est-à-dire que l'idée, alors, moi je vais parler du tantra, peut-être que moi je le conçois, je dirais presque à chaque animateur de stage du tantra, il y a une vision différente, surtout à l'heure actuelle, où on ne fait plus du tantra, mais du néo-tantra. Le tantra des origines, on ne le trouve quasiment pas en France, il faut aller au Cachemire, au Bhoutan, pour le vivre. Et ça ne veut pas dire que c'est du mauvais tantra qu'on propose, bien sûr. Mais dans le tantra, il y a vraiment l'idée d'utiliser son énergie sexuelle, déjà de la comprendre, de la connecter. La connecter, c'est venir dans ces lieux-là du corps, notamment dans le périnée, dans les racines, dans les jambes. Et cette énergie sexuelle, c'est de la faire monter à son plus haut niveau, mais vraiment à son niveau d'incandescence. Et je reprends le terme de chaudron, et là on est dans la chimie, c'est vraiment le chaudron de la chimie où on met toutes ces matières en ébullition. Et après cette énergie, ensuite on va la basculer dans le cœur, parce qu'il ne faut pas oublier que le tantra s'appuie sur le corps, s'appuie sur la sexualité, mais que c'est un parcours spirituel. Donc il y a quelque chose qui est de
l'utilisation de la sexualité à des fins spirituelles. Donc, si vous voulez résoudre des problèmes sexuels, c'est pas forcément le tantra qui va vous aider. En revanche, si vous voulez vous appuyer sur votre sexualité pour aller sur un terrain spirituel, le tantra, c'est effectivement le bon endroit. Et je parle bien de démarche spirituelle, hein. Entendons-nous bien, c'est pas de démarche religieuse dont je parle. Hein. C'est vraiment une démarche qui a à voir avec la philosophie, avec le lien qu'on a soi-même, avec les autres, avec le monde, voilà, c'est tout ça qui est en jeu. Avec qui peut-on pratiquer le tantra? On peut le pratiquer seul, ça c'est tout à fait possible. Dans les stages de tantra que j'anime, et je ne suis pas seul, hein, je les anime avec Dominique Huilly et Nathalie Grandhomme, c'est important que je cite les personnes avec qui je travaille depuis 10 ans maintenant. Il y a des gens qui viennent seuls et il y a des gens qui viennent en couple. Ça, c'est des choix. Nous, on s'adapte. Alors, ça nous est arrivé de faire des stages tantra couple. Il n'y avait que les couples. Et là, le stage que je vais animer cet été, c'est un tantra ouvert. Il y aura des couples, il y aura des personnes qui viendront seules. On essaye de faire en sorte qu'il y ait le maximum de parité homme-femme, mais c'est une aventure individuelle aussi, pas ça, hein, parce que c'est une aventure de rencontre avec ses énergies les plus profondes, avec son corps, avec son désir. Donc on peut le partager avec quelqu'un, si on vient avec son compagnon ou sa compagne, mais on peut aussi le vivre seul, parce que je ne sais pas combien il y aura de personnes à ces événements qu'on a vécu, c'est un peu compliqué, mais habituellement, nos stages de tantra, il y a 40 personnes. Donc, c'est des grands groupes. Là, je pense qu'on aura moins. Voilà, et quand je parle de couple, c'est aussi bien des couples hétéros que des couples homo. Hein. C'est pas que réservé à l'hétérosexualité, le tantra. On a souvent des couples, des lesbiennes et des homosexuels hommes qui viennent à nos stages en couple et ça se passe très bien. Hein. Voilà, bon, c'est très rapide hein, ce que je dis là, mais c'est vraiment un travail sur l'énergie aussi. Hein, si vous faites un stage de tantra, que ce soit 2 jours, presque une semaine, et que vous sortez ça en étant joyeux, c'est que vous n'avez pas fait un stage de tantra. Le tantra, ça donne la paix, ça donne envie de vivre, ça donne envie de rencontrer les autres, de se rencontrer soi-même. C'est ça le but, quoi. C'est d'être dans la joie de vivre, donc dans la vidéo, donc dans la circulation de la vidéo, voilà, dans l'ouverture. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des ponts entre le shibari et le tantra? On va animer un stage avec Alain, puis on va vous dire quoi. Mais je pense qu'il doit y en avoir. Il doit y en avoir, ouais. Même si parce que moi, j'ai fait les ponts entre... parce que souvent, la culture de tantra, ça vient d'une culture du coup indienne, tibétaine, cachemirienne, et tout ça. On est plutôt dans ce coin-là de l'Asie. Donc, un peu différent du Japon. Mais moi, j'ai fait des liens entre le bouddhisme zen et le tantra. Il y a vraiment des endroits où ça se retrouve. Et puis, l'approche taoïste, et puis l'approche chinoise, qu'on retrouve aussi au Japon. Il y a une approche sexuelle dans le taoïsme qui est très très proche du tantra. Donc du coup, ces ponts-là, ils peuvent se faire. Et moi, il me semble, mais c'est très intuitif, qu'il doit y avoir des ponts entre le shibari et le tantra. Ce qui me vient en tête, parce que j'ai eu attaché des personnes qui font du tantra et qui, du coup, m'ont dit que je devrais me mettre au tantra, c'est la question de l'intention. Oui. Où finalement, quand on attache quelqu'un, l'idée, c'est voilà, ça va être aussi de conduire cette personne à un état, alors ça peut être l'excitation, mais ça peut être d'autres choses, mais en tout cas de jouer sur les sens et de faire monter cette énergie et qui conduit aussi au lâcher prise. Et du coup, on peut avoir un shibari, alors voilà, c'est un art, c'est érotique, mais on peut faire du shibari pas sexuel, un peu comme le tantra, si je l'ai bien compris. On va travailler sur cette énergie. Et puis après, la personne ce qu'elle en fait. Mais oui, je pense clairement qu'il y a des ponts à faire. À réfléchir, mais je pense qu'il y a là quelque chose qui pourrait être intéressant. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais ça serait intéressant d'imaginer tantra et shibari. Ouais. Le shibatra.
on va réfléchir encore sur le nom, et puis après, on recontacte la communauté. Alors, c'est très intéressant, on a quand même annoncé un live sur le thème du fantasme, donc pardonnez-nous cette digression, mais voilà, qui peut toujours intéresser d'autres personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le fantasme, ou est-ce qu'on arrête ici? Est-ce que tout le monde repart satisfait et nourri? Voilà, n'hésitez pas, Alain est encore avec nous pour quelques moments. Personne? Très bien. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est quoi ces photos? Ouais, j'ai pas ça, moi. Ah non, oulala, j'ai pas vu tout. Ça n'a pas de rapport avec le fantasme, mais peut-on ouvrir nos chakras pour arriver à accéder à notre aura? Je sais pas si ça s'écrit comme ça. Alors moi, je suis pas encore qu'elle entend pas, donc... Oui, mais ça va prendre du temps de répondre à cette question. Je vais répondre très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a des chakras fermés. Nos chakras sont tous ouverts. La seule chose, c'est que parfois ils sont trop ouverts. Et l'important, c'est d'harmoniser l'énergie à l'intérieur de nous. C'est ça qui est important. C'est vraiment une question d'harmonisation, pas une question d'ouverture, dans le genre, vous allez avoir un gourou qui va vous ouvrir le chakra et tout d'un coup, vous allez saisir l'illumination. Non, c'est harmoniser, fondamentalement. Merci. Est-ce que c'est d'un fardeau pour le partenaire de se confier ainsi? Par rapport au fantasme, je suppose. Ouais. Je vois pas pourquoi ça serait un fardeau, parce que si on se confie et que l'autre est prêt à recevoir la confiance, et comme on le disait tout à l'heure avec Stéphanie, qu'il y a un espace suffisamment sécure, suffisamment bienveillant et tout ça, c'est pas un fardeau, au contraire, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. Et c'est un cadeau que l'autre nous fait de recevoir aussi le fantasme dont on lui parle. Donc, et Stéphanie a utilisé le terme de vulnérabilité tout à l'heure. Si on est dans deux vulnérabilités partagées et équilibrées, il n'y a pas de fardeau, il n'y a que de la joie. Mais en même temps, je crois que c'est important quand même dans un couple d'avoir un jardin secret. C'est-à-dire que moi, je suis pas pour la transparence à tout prix, tout se dire tout le temps. Voilà, c'est important qu'il y ait un endroit de l'autre qu'on ne saisit pas complètement. Et là, peut-être aussi qu'il y a certains éléments de nos fantasmes qu'on va garder pour soi et qu'on va peut-être réaliser seul sans en faire part à l'autre. Pourquoi pas? Il faut faire attention à la dictature de la transparence, me semble-t-il. Oui, ça peut faire encore l'objet d'un live. Oui. La réalité de ces fantasmes aide-t-il à les entretenir? J'ai pas entendu le début. La réalité de ces fantasmes aide-t-il à les entretenir? Éventuellement, oui, mais moi je crois que par rapport aux fantasmes, c'est important de se laisser faire, de laisser les fantasmes venir. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué en Occident à dire à notre corps ce qu'il doit faire, ce qu'il doit ressentir, que des fois c'est intéressant de laisser notre corps, lui, nous envoyer les informations. Donc je pense que les fantasmes, faut les laisser vivre, faut les laisser éclore à l'intérieur de nous. Ils sont différents, bien entendu, d'une personne à une autre, en fonction des moments de la vie. Voilà, Aime-t-on forcément dans la pratique ce que nous fantasmons intérieurement? Non. Ça, je pense, ouais. Alain, je sais pas si. Oui. Je suis d'accord avec ça. Non, parfois c'est radicalement différent, même, à un certain moment. Ouais, des fois, il faut vraiment le garder comme le fruit de l'imaginaire. Oui, le fantasme dit quelque chose de nous, et non, on n'est pas obligé de le réaliser. Voilà, ça recondense un petit peu tout ce qu'on a dit. Mais voilà, on n'est pas forcément dans la pratique. Ouais. C'est-à-dire que vouloir à tout prix réaliser les fantasmes qu'on a à l'intérieur de nous, je trouve que c'est une vision très volontariste, très interventionniste, très dans la performance, dans l'accumulation. Je ne suis pas persuadé que ça soit très intéressant. Je crois que c'est vraiment intéressant de jouer avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous et puis de réaliser un petit peu, pas tout, d'être souple avec soi-même et de pas s'imposer à tout prix
un résultat fantasmatique. Oui, bah là, du coup, ça rejoint des idées plus larges sur la sexualité, mais c'est vrai que voilà, les médias nous abreuvent de conseils sexuaux, de ce qu'il faudrait faire, de comment ça devrait être, et en même temps, il ne faut pas se mettre la pression, tout en réalisant plein de choses. Je pense qu'avant tout, voilà, il faut effectivement s'écouter, aller à son rythme, et encore une fois, une sexualité épanouie, c'est pas forcément 12 rapports de 40 minutes avec 50 partenaires par semaine. Il ne faut vraiment pas se mettre la pression de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore? Super intéressant, j'arrive à la fin. Il sera en rediffusion le live pour les personnes qui arrivent à la fin. Donc il y a déjà la première partie qui est sur l'IGTV. Comment savoir si on va aimer la pratique de nos fantasmes? Et bien alors là, je dirais qu'il n'y a pas. Sans essayer, ça va être compliqué. Donc ce qui peut être utile en tout cas, on l'a dit un petit peu en début de live, pour les personnes qui décident de passer à la pratique, c'est de baliser un petit peu le terrain, d'anticiper, voilà, déjà si c'est un fantasme qui inclut une ou plusieurs autres personnes, de s'assurer que tout le monde est OK et peut-être d'avoir une vision commune de la chose. Si c'est un fantasme qui met en scène des pratiques qui peuvent être risquées, voir si au niveau sécuritaire ça va le faire. Et je dirais avant tout accepter que ça puisse ne pas plaire. Et pour moi, c'est vraiment, ça permet de dédramatiser en fait. On placera peut-être moins d'enjeux dans la réalisation du fantasme, en se disant que peut-être que oui, effectivement, on prend le risque d'être surpris et pas forcément favorablement. Alain, je ne sais pas si tu as un conseil de ce côté-là. Non, je dirais pas mieux que toi là-dessus, parce que de toute manière, quand on va convoquer son fantasme, on va saisir si on va aimer ou pas, voilà, on suppose qu'on pourrait aimer. Mais oui, mais la pratique, elle peut se faire aussi par papier. Elle peut se faire, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Voilà, on peut tester, essayer, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la sublimation d'énergie du fantasme. C'est possible, quoi. Mais de rien. Pareil, la personne qui a posé une question sur les fantasmes, pourquoi est-ce qu'on fantasme sur la soumission? Il y a autant de raisons de fantasmer sur la soumission que de personnes qui fantasment sur la soumission. Plus communément, on pourrait dire que ça peut répondre à un besoin de lâcher prise, de jouer peut-être aussi avec des notions de transgression et d'interdit. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de protocole tout fait par personne et chaque personne apporte en elle en fait sa réponse. Bien sûr. Oui, et c'est très important par rapport à ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Stéphanie, c'est que les médias nous laissent croire qu'il y a un mode d'emploi qui, si on le réalise, nous donnera automatiquement une sexualité épanouie. Il n'y a pas de mode d'emploi général. Il n'y a que des modes d'emploi individuels et encore le mode d'emploi il change au fur et à mesure de la vie. Donc c'est important de rester très souple par rapport à la sexualité. Très créatif, très inventif aussi, et puis très curieux de soi-même également, et de faire ce qui est bon pour nous, et pas ce qu'on nous dit qui va être bon pour nous. Voilà, donc de s'écouter et d'être dans l'introspection, ça c'est absolument fondamental, quoi. Sinon on va répondre à une espèce de sexualité normée, voilà, qui finalement n'est pas très intéressante, quoi. Par rapport à cette diversité, la question n'a pas été posée ce soir, mais je voulais apporter aussi une petite attention à ça. J'ai fréquemment des personnes qui me disent je suis intéressée par le BDSM et en même temps par le tantra par exemple, et qui donnent l'impression d'être coincées dans une espèce de dichotomie, comme s'il y avait d'un côté une sexualité sombre et de l'autre côté une sexualité lumineuse. Alors j'imagine que ça te parle un petit peu tout ça, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? C'est-à-dire que dans le tantra, il y a trois formes de tantra. Il y a le tantra noir, le tantra blanc et le tantra rouge. Ce qu'on connaît surtout en France et en Europe, c'est le tantra rouge, c'est un tantra plutôt sexuel. Le tantra blanc, c'est un tantra essentiellement méditatif. Et là, on travaille quasiment jamais en couple. Et le tantra noir, c'est un tantra où on va visiter ses fantasmes, ses zones d'ombre et tout ça. Mais nous sommes faits d'ombre et de lumière. Donc opposer les deux,
quand même très chrétien, parce que c'est, du coup, si on oppose l'ombre et la lumière, ça veut dire aussi qu'il y a le bien et le mal, le beau et le laid, tout ça. C'est pas si simple que ça. Souvent, de la laideur naît la beauté, du chaos naît l'organisation, et bien souvent, de l'ombre naît la lumière et inversement. Donc c'est important qu'on sorte de la binarité, pour pouvoir trouver une troisième voie et qui, à mon avis, est beaucoup plus riche et beaucoup plus forte que le fait de se balancer entre l'un et l'autre. Ça, c'est extrêmement important, surtout à l'heure actuelle. Ouais, du coup, voilà, comme Alain disait, il y a plusieurs formes de tantra, dont ce tantra noir, et tout comme le BDSM, c'est pas forcément en cuir, en latex, dans une cave sombre et humide. On peut avoir un BDSM très lumineux, très accueillant, quelque chose de très positif. Et du coup, passer du tantra au BDSM, c'est complètement ok. En fait, c'est simplement l'exploration de plusieurs des sexualités qui vous composent. Alain le disait en début de live, chacun de nous et chacune est composé de plusieurs facettes sexuelles, de plusieurs sphères, en fait, qu'il va choisir d'explorer ou pas à certains moments de sa vie en fonction de certains partenaires. Ça me paraît important de le rappeler. Tout le monde fantasme et tout le monde donc voilà, a cette proposition en lui. Ok. Est-ce que le fantasme peut se construire? On a déjà un petit peu répondu à ça, qui me semble. Oui, là, j'ai l'impression qu'il y a des questions qui reviennent et qui sont présentes effectivement dans la première partie du live. Tout à fait, oui. Là, je pense que c'est pour les personnes qui, voilà, la vague de 21h qui se connectent, c'est les retardataires. Donc, on vous aide bien, mais je pense qu'effectivement, là, ça fait 1h30 qu'on fait ce live. Oui, merci Nala, merci à tous. Donc, je sais pas, là, le mot de la fin, ça serait les fantasmes sont nos amis, il faut les accepter. Et, Oui. Et puis aussi, alors, ça fait un peu plus personnel, mais c'est le titre que j'ai trouvé pour mon livre et que je trouve très bien. C'est Je fantasme donc je suis. J'ai trouvé mon bouquin sur les fantasmes. Et ça dit bien ce que ça veut dire. En tout cas, c'est le message que je veux faire passer. C'est que avoir des fantasmes, ça ne prouve pas qu'on est une mauvaise personne, ça prouve au contraire qu'on est fondamentalement vivant. Oui, le livre d'Alain est top, je l'ai dévoré pendant le confinement. Au-delà que ça m'a fait un super rappel des cours de sexo que j'ai pris auprès d'Alain. Vraiment, si vous interrogez sur le fantasme, c'est un livre qui est très très clair. Et je ne suis pas l'agent commercial d'Alain. Donc voilà, ça dédramatise et ça explique très bien. Écoutez, merci à tous et merci principalement à toi Alain, voilà, pour avoir partagé ce moment avec nous. C'était très très intéressant. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi. Je te remercie encore de m'avoir invité. Et puis voilà, tu m'en as plein de pistes. Tantra chez Paris, d'autres lives et tout ça. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci à tous. Belle fin de soirée. Voilà, le live continuera d'être rediffusé en replay. Tant mieux si vous avez appris des choses intéressantes. C'était aussi voilà, d'échanger librement sans tabou autour de la sexualité. Et puis si vous avez des idées de thèmes qui vous intéressent sur les lives, n'hésitez pas à nous les soumettre ou à contacter directement Alain sur son profil. Je ne sais pas si c'est très très présent sur Instagram. J'y suis de temps en temps. Ouais, d'accord, voilà. Et sinon, il y a son site web. Alain, voilà.